À quelques kilomètres de Pointe-à-Pitre, le centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Ce jour-là, 220 gendarmes sont mobilisés pour une opération coup de poing. Depuis quelque temps, des faits de violence aggravée se multiplient dans l'enceinte de la prison. Vous avez le procureur de la République, M. Xavier Bonhomme de Pointe-à-Pitre, qui participe complètement à l'opération. L'intervention dans la prison aujourd'hui, à Baie-Mahault, elle s'inscrit d'abord dans une logique de lutte contre la délinquance en Guadeloupe. Les gendarmes vont devoir passer au peigne fin chacune des 144 cellules de la prison. Stéphane Paulin, commandant en second de la gendarmerie de Guadeloupe, coordonne cette opération à haut risque. Car ici, la plupart des détenus ont été condamnés pour des vols à main armée et du trafic de drogue. On a affaire à des détenus qui sont condamnés à des peines supérieures ou égales à 2 ans, donc c'est pas un camp de scouts. On va avoir affaire à des gens qui sont hostiles, donc il faut être en mesure de faire face à toute situation qui pourrait déraper. Ils peuvent être violents, ils peuvent nous insulter, et le risque principal c'est qu'ils se regroupent et qu'ils commencent à nous faire face. Donc c'est pour ça qu'on est en force ici, pour éviter qu'il y ait le moindre début de mouvement qui puisse dégénérer en rébellion massive. La prison de Baie-Mahault compte 515 détenus pour seulement 265 places, soit un taux d'occupation de 194%. Une surpopulation qui pose de nombreux problèmes de violence. D'ailleurs, avant d'effectuer la fouille des cellules, les gendarmes doivent évacuer les 10 détenus les plus dangereux, considérés comme de potentiels fauteurs de troubles. L'opération de fouille peut maintenant commencer. Des membres de la brigade cynophile sont venus avec leurs chiens. Le but, trouver la drogue dissimulée par les détenus à l'intérieur de leurs cellules. Et il fait partie d'une bande ou d'une organisation? Je vois un foulard violet. Oui, c'est plus qui correspond à la section crime là. Section crime. Ok, 4e pic. Des pics, des canifs, des tournevis, des cutters, mais aussi des téléphones portables et de l'argent liquide, ce qui est rigoureusement interdit en prison. Dans certaines cellules, les gendarmes et les gardiens vont même saisir des armes de fabrication artisanale, potentiellement très dangereuses. Alors ça peut être une arme qui est destinée à se défendre ou à attaquer. Alors là, nous avons un pic artisanal, on en trouve énormément dans les cellules. Dans les fouilles précédentes, on en avait trouvé près de 200. Ça peut tuer ou blesser très gravement, puisqu'on a régulièrement des agressions au sein du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, avec des pics de ce type-là. On a des dagues qui sont réalisées dans des dominos, et ça permet d'être mis à un doigt et puis de porter un coup à un éventuel agresseur, ou porter un coup pour agresser quelqu'un au sein de l'établissement. Au total, la brigade de gendarmerie de Pointe-à-Pitre va saisir près de 200 armes, 86 téléphones portables, plusieurs centaines d'euros en liquide et plusieurs kilos d'herbes et de résine de cannabis. Là, ça fait 76 grammes. Pour Xavier Bonhomme, procureur de la République de Guadeloupe, ces opérations coup de poing sont indispensables. Malheureusement, la violence que nous connaissons à l'extérieur se transporte à l'intérieur de cet établissement parce que, par la force des choses, eh bien, les personnes qui sont incarcérées sont des personnes qui s'adonnent, pour la plupart d'entre elles, depuis des années à la délinquance. Les trafics de l'extérieur se poursuivent à l'intérieur, avec parfois aussi l'existence de bandes criminelles qui se retrouvent à l'intérieur de l'établissement. Et ça, nous devons tout faire pour y mettre un terme. L'émergence des gangs en prison, un problème que les autorités prennent très au sérieux, car il a contribué à faire exploser le taux de récidive des détenus une fois libérés. Situés à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, les Antilles sont une plaque tournante du trafic de drogue international. Cocaïne, cannabis, crack. Depuis quelques années, la Guadeloupe est devenue une zone de transit très prisée des trafiquants. À la compagnie de gendarmerie de Pointe-à-Pitre, le lieutenant-colonel Cagnotti, qui dirige la section de recherche, a rendez-vous avec 2 membres de l'antenne GIGN. Bonjour messieurs. Lors d'une perquisition chez un trafiquant, les gendarmes ont mis la main sur un stock important de ballots de cannabis.
Ce sont des ballots qui sont conditionnés pour le transport par voie maritime avec un film plastique qui garantit donc à la fois la compression et l'étanchéité. Nous avons donc saisi ces ballots, nous avons réalisé des opérations de police technique et scientifique permettant de mettre en évidence des empreintes digitales d'individus qu'on a depuis identifiés, localisés. L'un des principaux suspects, c'est cet homme. Il ferait partie d'un gang local bien connu dans la région, dont plusieurs membres ont été impliqués dans des affaires de trafic de drogue. Concernant l'intéressé, on est sur un garçon d'une trentaine d'années. Il est connu pour des faits de violence aggravée, usage de produits stupéfiants. Le domicile du suspect a été localisé. Pour éviter de se faire repérer, les hommes de l'antenne GIGN vont se rendre sur les lieux dans un véhicule dont nous ne pouvons pas montrer l'extérieur. Ils l'appellent le sous-marin. Effectivement, c'est un véhicule avec des vitres teintées et qui passe inaperçu dans le flot de circulation. C'est un véhicule qui nous permet de prendre des photos, des vidéos et d'observer sans être vu. En quelques minutes, les gendarmes arrivent tout près du domicile du suspect. Faire un petit stop que je veux voir. Ils doivent repérer les voies d'accès possibles, mais aussi les issues par lesquelles l'individu pourrait éventuellement prendre la fuite. Donc là, on est sur la parcelle familiale. La maison de droite, c'est la maison de l'oncle. Celle du milieu, celle de la tante. Et celle tout à gauche, jaune, avec toit rouge, c'est la maison de la mère. La famille du suspect habite juste à côté. L'intervention risque d'être délicate. « 24 heures plus tard, c'est le jour J. À 5h30 du matin, les hommes de l'antenne GIGN retrouvent le lieutenant-colonel Cagnotti. Allez, on est au complet, mon lieutenant, c'est bon. C'est lui qui va mener cette opération à haut risque. Ok, bonjour messieurs. Ce matin, opération qui vise l'interpellation. On est sur du trafic de stupéfiants. En tout, une trentaine d'hommes sont mobilisés pour cette mission. La pression monte. Dans quelques minutes, les gendarmes vont donner l'assaut. Il y a toujours un peu d'adrénaline parce qu'on ne sait jamais sur combien d'individus on va tomber, même si on a préparé notre affaire en amont. Ok, donc pour tous, on est à 2 minutes de l'objectif. Donc vigilance, dès qu'on stoppe les véhicules, vous coupez les lumières et en ambiance discrétion, on débarque et on reforme la colonne. On est à 10 secondes. Ok, silence radio pour tous, débarquez. Il est 6h du matin, très précise. C'est l'heure légale pour pouvoir procéder aux interpellations. Au bout du bâtiment, au bout de cette maison, en face, c'est l'angle qui habite là. Donc personne ne bouge, quasi jamais il sort. Les gendarmes avancent en silence. Leur plus grande crainte, c'est de se faire repérer et que l'alarme soit donnée. Mais alors qu'ils s'apprêtent à donner l'assaut dans la maison centrale, surprise. La cible sort à l'improviste de la maison de droite. Il est interpellé les gars. Ce sont les hommes du dispositif de bouclage qui ont procédé à son interpellation. Le suspect peut être armé, alors pour éviter de prendre le moindre risque, ils le tiennent plaqué au sol. Il y a du monde chez toi? Il y a du monde ou pas? Il y a sa maman dans la maison. Et il y a qui d'autre? Il y a qui encore? Il y a personne. Personne? Ok les gars, on fait l'investigation dans celle-là. Les gendarmes investissent la maison arme au poing. Dans une des chambres, ils surprennent la mère du suspect dans son sommeil. Manifestement, elle semble avoir l'habitude d'être dérangée à cause de son fils. Madame, c'est la gendarmerie. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer. Qu'est-ce qu'il a pour encore mon fils? Malheureusement, il a des explications à vous donner. À l'extérieur de la maison, le prévenu est placé immédiatement en garde à vue. Laissez-moi pour la mamie. Donc à partir d'aujourd'hui, à 6h, vous êtes placé en garde à vue. Ouais, mais c'est interpellation. C'est la procédure. Quelle procédure? Même si c'est le représentant de la loi, moi je n'ai rien à foutre, rien à cirer. Le suspect proteste avec virulence. Il ne semble pas du tout impressionné par l'armada de gendarmes venus l'arrêter. Le lieutenant-colonel, ferme mais toujours calme, lui explique le déroulement des opérations à suivre. Monsieur, on va commencer les opérations de perquisition. On va le faire avec le chien. Vous avez déjà vécu ce type de perquisition. Ce que je vous demande, c'est de suivre le chien au fur et à mesure de ces opérations. Le maître chien commence à fouiller minutieusement la maison pour essayer de trouver des traces éventuelles de produits stupéfiants. Ça sent l'herbe de cannabis. Au fur et à mesure de la perquisition, les indices s'accumulent. Des sachets de conditionnement, des paires de ciseaux et aussi une balance.
C'est la preuve de la revente des produits stupéfiants qui peut arriver ici. Ça permet de faire de petits emballages, de revendre le produit en petite quantité. Tout au long de la perquisition, loin de faire profil bas, le jeune homme répète sans cesse une phrase en créole. Enquête d'as, gardez figure moi bien. Moi, Ahmed Ouloulou, chien la ri. Ahmed, chien la ri. Il a revendiqué appartenir à une bande qui s'appelle les Chiens Larry. Alors vous avez plusieurs bandes en Guadeloupe, des bandes qui sont souvent avec une origine de quartier. Ce sont des groupes d'individus qui peuvent s'associer en opportunité pour aller commettre des actes de délinquance ou sur des trafics. Des groupes de voyous issus des quartiers. Souvent très violents, ils se livrent à une véritable guerre des gangs. Leurs membres se distinguent en général à la couleur de leur bandana. Bleu pour les chiens Larry, qui veut dire chien de rue en créole, ou encore mauve pour les sections criminelles, un gang rival particulièrement dangereux. Sur les réseaux sociaux, ils posent dans des attitudes menaçantes, exhibent leurs armes et brandissent fièrement des liasses de billets, l'argent de la drogue. Ahmed, nous tout pas nous Ahmed. Ouloulou. À l'extérieur de la maison, le maître chien fait une découverte intéressante. Regarde le chien marqué ici, regarde. À l'intérieur de cette cabane. Alors, bon, vous avez ici des contenants. C'est de l'emballage, manifestement de l'emballage vide. Mais ça sert à conditionner l'herbe de cannabis, mais également à la rendre étanche. Ça peut permettre de conditionner entre 5 à 10 kg d'herbe de cannabis. Il y a ça dans le four. Oui, c'est moi-même qui l'a mis. Ça a déjà 2 ans, 3 ans que c'est là. Vous pouvez saisir. Toujours pas la moindre trace de drogue. Le suspect ne semble pas inquiet. Il ignore que le point de départ de toute cette opération, ce sont justement les ballots de 40 kg de cannabis que les gendarmes ont saisis et sur lesquels se trouvent ses empreintes. Des emballages comparables à ceux qui se trouvent chez lui. Le lieutenant-colonel Cagnotti est convaincu que l'homme est un maillon important du trafic. En tout cas, il la réceptionne suite à une importation pour la rediffuser après sur le territoire guadeloupéen. C'est bon, mon colonel? Les enquêteurs ont rassemblé suffisamment de preuves. Ils embarquent le suspect, menottes au poignet, direction la section de recherche de Pointe-à-Pitre. Le prévenu, âgé de 30 ans, est déjà connu pour usage de stupéfiants, mais c'est la première fois qu'il est accusé de trafic de drogue. On est sur de l'importation de produits stupéfiants de la diffusion, c'est-à-dire qu'il reste une peine délictuelle, 10 ans d'emprisonnement. Pour lui, la situation est délicate. Au regard de ce qu'on a découvert, il a tout intérêt à s'expliquer, à nous apporter quelques éléments pour qu'on puisse comprendre comment ça s'est passé. Pourtant, malgré les preuves accumulées par les gendarmes, pendant ces 48 heures d'audition, le suspect va tout nier en bloc. Il nous indique avoir cultivé lui-même et pour sa propre consommation les 40 kg d'herbe de cannabis. Cela nous paraît évidemment complètement ubuesque et ça ne pourra que le desservir au procès pénal. On est quand même sur une quantité relativement importante. Il s'agit très clairement d'un trafic de produits stupéfiants qui permettait d'irriguer localement le quartier, voire au-delà le territoire guadeloupéen. Prochaine étape, le tribunal, où le prévenu va passer en comparution immédiate. C'est la vice-procureure au parquet de Pointe-à-Pitre qui est en charge du dossier. Au vu des éléments de la procédure, de vos explications et de vos antécédents, j'ai décidé que vous alliez être jugé cet après-midi donc par le tribunal correctionnel, d'accord? On a encore retrouvé des emballages lors de la perquisition. C'était déjà là, Très bien, vous en expliquerez, monsieur. Vous avez des questions, monsieur? Non, c'est bon? C'est ce qu'on disait lors de la prolongation de garde à vue. Votre avenir, il est entre vos mains, monsieur. La vice-procureure prend très au sérieux les affaires de stupéfiants, car depuis quelques années, le trafic de drogue s'est généralisé, devenant le rouage principal de la violence sur l'île. Il doit y avoir une réponse déjà apportée à tous ces phénomènes, parce que dès lors qu'ils sont générateurs d'insécurité, ici nous avons affaire à une délinquance d'importance, puisque la violence est très présente en termes de passage à l'acte. Nous avons beaucoup de faits qui sont souvent très graves, avec utilisation d'armes. En cellule, le prévenu a accepté de répondre à nos questions. Pour lui, l'origine du problème, c'est le chômage des jeunes. Ben ouais, il y a beaucoup de choses à changer en Guadeloupe. En particulier, il faut donner du travail, il faut changer des choses, quoi. Il n'y a pas de perspective pour les jeunes. Ceux qui sont en bas de l'échelle le resteront toujours.
Je ne veux pas dire que la vente de stupéfiants, c'est une solution. Il faut boire et manger. Mais bon, voilà, il faut boire et manger. Vous voyez? Lors de son procès, le jeune homme sera condamné à une peine de 2 ans de prison ferme et une amende de 77 000 €. Si les trafics de drogue comme celui-ci se généralisent en Guadeloupe, c'est parce que cette île se trouve dans une zone stratégique. Au carrefour des routes de la drogue, c'est un point de transit entre les pays producteurs comme la Colombie, la Bolivie ou le Pérou, et les pays consommateurs comme ceux d'Amérique du Nord et d'Europe. Pour convoyer la marchandise, les trafiquants utilisent de petits bateaux ultra rapides qu'on appelle des go fast. Pour intercepter ces embarcations, la Marine nationale française dispose de 2 frégates stationnées en Martinique, à Fort-de-France. L'une d'entre elles, c'est le Germinal. Communication du commandant. Nous appareillerons ce soir sur alerte pour une intervention Narcops. Fin de communication. Pour Michael Vaxelaire, le commandant du Germinal, la difficulté majeure, c'est l'étendue de la zone d'intervention. Alors, le milieu maritime, c'est un milieu immense, avec une zone qui représente ici 2 fois la surface de la mer Méditerranée. Et donc nous, on doit réussir à détecter les trafiquants dans cette grande zone. C'est lors des phases de transit que la Marine nationale intercepte les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants vont essayer d'aller le plus vite possible d'un point A vers un point B en limitant la probabilité d'être détectés, d'être interceptés. Quand un go-fast est repéré, un hélicoptère de la Marine nationale se lance aussitôt à sa poursuite. Si les trafiquants refusent d'obtempérer, des tireurs d'élite effectuent des tirs de sommation pour pouvoir neutraliser les bateaux. Une fois que le go-fast est à l'arrêt, l'équipe de visite de la frégate prend possession du bateau. Sur ces images, on peut les voir récupérer des ballots de 20 kg d'herbe, dont les trafiquants se sont débarrassés juste avant d'être interpellés. Mais les plus grosses saisies se font rarement sur des petites embarcations comme les go-fast. Souvent, pour passer à travers les mailles du filet, les narcotrafiquants utilisent des bateaux de plaisance au-dessus de tout soupçon. Sur ces images tournées par la Marine nationale, on peut voir un voilier de 15 mètres battant pavillon belge. En octobre 2015, alors qu'il s'apprête à faire la traversée transatlantique, ce bateau a été intercepté par la Marine nationale au large des Antilles. À son bord, l'équipe de visite va trouver 535 kg de cocaïne pure. Une saisie impressionnante, estimée à plus de 35 millions d'euros. D'après le vice-amiral Olivier Coupry, le moyen le plus efficace pour lutter contre le trafic de drogue, c'est de le frapper directement à la racine. Une opération de saisie à la mer va avoir un impact énorme, positif, va éviter des centaines, voire des milliers de procédures judiciaires sur le territoire national et va sortir de la rue des centaines, voire des milliers de kilos, puisque la cocaïne est parfois coupée. Dans la mer des Caraïbes, les convoyeurs de drogue et la Marine nationale se livrent une guerre sans merci. En 2016, les 2 frégates basées dans les Antilles ont saisi plus de 2 tonnes de cocaïne. Port-Louis, une petite station balnéaire située au nord-ouest de la Guadeloupe. Ici, dans les locaux de la brigade locale, une équipe de 14 gendarmes travaille de jour comme de nuit. Véronique est l'adjointe du commandant. Bonjour madame, on s'occupe de vous? Cela fait 13 ans qu'elle travaille dans cette petite gendarmerie. Mais il arrive que son quotidien et celui de ses collègues soient bousculés. Oui, c'est plutôt un harcèlement moral. Voilà. Vous avez signalé les faits à l'école? Vous avez fait des manches? Il est 11 h quand l'adjudante reçoit un appel. Des collègues se trouveraient au beau milieu d'une altercation avec des jeunes, en plein centre-ville. Des collègues qui sont blessés, voilà, parce que moi je pas, parce que je n'ai aucun élément. À quelques kilomètres de là, à l'entrée de cette épicerie, une scène de chaos d'une rare violence. Donne tes mains. Donne tes mains. J'arrête. Donne tes mains. J'arrête aussi si tu donnes tes mains. Les hommes du DSI,
le détachement de surveillance et d'intervention sont aux prises avec une bande de jeunes extrêmement agressifs. Tout aurait commencé une vingtaine de minutes plus tôt par un contrôle de routine qui aurait dégénéré. Comme on peut le voir sur les images des caméras de vidéosurveillance du magasin, l'altercation a été très brutale. D'après les témoignages, ces jeunes auraient protesté contre des contrôles qu'ils trouvent trop fréquents. Un ras-le-bol qui expliquerait leur agressivité. Au final, les gendarmes vont appréhender 5 hommes. Date de naissance? Retour dans la petite caserne de Port-Louis. 2 ans. Véronique et ses collègues doivent auditionner les fauteurs de troubles. Dans le bureau. Va au fond à gauche. Christophe, maréchal des logis-chefs, va interroger l'un d'entre eux. Parce que c'est bizarre comme coopération, c'est une drôle de coopération, parce que ça se termine par plusieurs gardes à vue en cours dans les locaux de la brigade, c'est bizarre. C'est pour ça que je te dis que pour ma part, il faut bien que tu précises que j'étais à 30 mètres, on pourra te le confirmer, tes collègues pourront te le confirmer. Dis-moi. Comment? Dis-moi. L'homme affirme ne pas être impliqué dans la bagarre. Mais il aurait insulté et menacé les gendarmes. Et ce ne serait pas la première fois. Christophe va relever ses empreintes de doigts et de paumes de main. Et on déroule. Des données qui seront ensuite transmises au FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Le gendarme va ensuite réaliser son portrait anthropométrique. On voit le long du corps. Même ses tatouages sont pris en photo. C'est aussi un moyen d'identification, un tatouage. Il arrive parfois que sur des vidéosurveillance ou autres, on n'arrive pas forcément à voir bien le visage des auteurs. Et donc de fait, on peut les identifier. À l'accueil, Véronique tente de calmer une femme visiblement sous l'emprise de l'alcool. C'est une amie des 5 prévenus. Elle réclame leur libération. Vas-y, on a du travail. Mes amis de là. Tes amis, on va les lâcher tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais les prévenus n'en ont pas encore fini. Certains sont déjà connus des forces de l'ordre. D'autres, plus jeunes, vont se retrouver fichés dans la base de données de la gendarmerie. Ils se sont trouvés dans ce phénomène de groupe, hein, donc c'est eux qui ont la force, quoi, parce que seuls, ils n'auraient pas fait. Ils ne sont pas conscients des faits. Ils banalisent tout, ils ne réfléchissent pas. Tous les jours, ils sont désœuvrés, ils sont dans la rue. Ce sont des violences dues aussi aux produits stupéfiants, à l'alcoolisme. Pour moi, ils sont désocialisés. Les 5 prévenus sont placés en détention provisoire. Non, il faut arrêter ça, les gars. Non, rien faire. On n'a pas de soucis, on n'a rien faire. Mais une fois enfermés dans leur cellule, certains perdent le contrôle et deviennent extrêmement violents. La violence, c'est notre quotidien. Ça n'a rien à voir avec la violence en métropole. Voilà, donc c'est sûr que tous les jours, on travaille un petit peu sous pression. Mais bon, ça fait partie du métier, on est aussi là pour ça. D'ailleurs, Véronique a l'habitude. Quand il faut intervenir pour calmer les détenus agressifs, l'adjudante sait faire preuve d'une grande autorité. S'il te plaît, on ne l'a pas pour longtemps, tu te calmes. D'accord? On va écouter. Et calmez-moi présent. Les fauteurs de troubles seront convoqués au tribunal quelques semaines plus tard. Un seul d'entre eux sera condamné à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour coups et blessures sur un gendarme. En Guadeloupe, la criminalité est présente sous toutes ses formes. La violence, mais aussi les cambriolages. Ces gendarmes appartiennent au peloton de surveillance et d'intervention, le PSIG. Bon les gars, ce soir, 2 patrouilles, on fait ça bien. On leur a signalé 2 individus suspectés de vol par effraction dans une supérette. Cambriolage en cours sur la commune de Sainte-Rose. À ce qui paraît, 2 individus seraient en train de cambrioler une boulangerie. Si nous pouvons intercepter les individus en flagrant délit. Pour pouvoir prendre les suspects en flagrant délit, les gendarmes se dirigent vers l'arrière de la boutique. Mais une fois sur place, ils font chou blanc. Les individus semblent avoir pris la fuite par l'endroit où ils étaient rentrés. Je pense que les 2 individus ont dû casser le volet roulant, casser la petite fenêtre et puis rentrer. Je pense qu'il n'y en a qu'un qui est rentré et l'autre devait lui faire passer
tout ce qui est bouteilles que l'on voit par terre là-bas. Dans leur fuite, les cambrioleurs n'ont pas eu le temps d'emporter leur butin. Alors ils l'avaient caché dans une poubelle, espérant venir le récupérer plus tard. Joli. Mais 2 hommes, dont le propriétaire de l'épicerie, ont été témoins de la scène. Ils ont pris la fuite à quelle direction quand tu es arrivé? Ils sont descendus par là. Et tu t'es arrivé, ils ont fait à droite ou à gauche? T'as pas vu. Mais tu les as juste vus courir là. Ils étaient à 2 mètres. Tu les as regardés vraiment courir au loin ou bien? Les malfaiteurs sont sans doute déjà loin. L'homme est désabusé. C'est pas la première fois, hein. Ça fait plusieurs fois. Et c'est souvent ici, hein. C'est souvent. Les cambrioleurs ne sont pas des professionnels. Il semblerait qu'ils aient laissé de nombreuses traces derrière eux. Le maréchal des logis-chefs Olivier Gramont va effectuer des recherches de traces papillaires, le nom technique pour les empreintes digitales. D'ores et déjà, on peut dire qu'ils n'avaient pas de gants puisqu'on a plein de traces de contact au niveau de la vitre, sous la fenêtre qui a été forcée. Et on a aussi des traces d'empreintes digitales non gantées sur les bouteilles qu'ils ont pris à l'intérieur du commerce. Déjà, rien qu'à la lumière, on détecte 80% des traces digitales qui sont laissées par les gens. Un amateurisme qui pourrait bien leur coûter très cher. Tu as pu en avoir sur les bouteilles, Brice? Sur celle qu'on avait vue en premier, non? Donc là, j'ai l'embarras du choix. On va prendre celle qui, à mon sens, sera la plus exploitable, c'est-à-dire la plus nette. Voilà, donc là, on voit très bien, hein. On voit tous les creux, les sillons distinctement. Donc ça peut être exploité par nos services. Et pour augmenter leurs chances de retrouver les auteurs des faits, les gendarmes vont également effectuer des recherches de traces ADN. Toutes les traces laissées par l'auteur, en l'occurrence la peau qui a pu frotter sur le support métallique. Voilà, donc là par contre, s'il y a un ADN qui est révélé, il sera mis en comparaison avec tous les individus fichés au FNAG. Cette fois, le fichier national des empreintes génétiques. Ce genre de cambriolage par effraction est courant en Guadeloupe. Il y a donc de fortes chances que les individus soient déjà fichés. Alors qu'ils s'apprêtent à être interrogés par les gendarmes, les propriétaires de cette épicerie sont encore sous le choc. Oh là là. C'est désagréable, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas tout pareil. Est-ce que vous avez peur qu'ils pourraient éventuellement vous agresser aussi, simplement physiquement? Eh bien oui, alors là, ça c'est clair. Vous avez peur de quoi? Mais j'ai peur parce que peut-être, on ne sait pas qui est, peut-être qu'ils nous observent et puis après, le fait qu'ils ont vu des gendarmes, je ne sais pas, moi, ils peuvent venir nous agresser après. Hein. Vous vous sentez en sécurité ou c'est dangereux pour la Guadeloupe? Mais la Guadeloupe est dangereuse maintenant. Auparavant c'était bien, mais maintenant tout a changé, il n'y a que de la délinquance. Voilà. Un constat amer que partage un grand nombre de Guadeloupéens qui ne reconnaissent plus cette île dans laquelle ils sont nés et où ils ont grandi. Nous sommes à la compagnie de Pointe-à-Pitre. Ce matin, 2 gendarmes se préparent à partir en mission. Pour ces brigadiers, pas d'uniforme. Le revolver est bien caché, car leur principal instrument de travail, c'est leur appareil photo. Nous les appellerons Danny et Bob. Impossible de dévoiler leur véritable prénom, ils travaillent incognito. Notre travail, c'est de recueillir les informations au fin d'initier des enquêtes. Des enquêtes de tout ordre, toute thématique, trafic de stupéfiants, cambriolage, braquage. Le fait d'être un gendarme antillais, ça me permet quand même de passer inaperçu et d'aller même au contact des auteurs. Les gens ne voient pas comme des gendarmes parce qu'on est habillés comme eux, on fonctionne comme eux, ça nous permet de faire le travail beaucoup plus simplement. Aujourd'hui, ils sont en repérage dans cette rue d'un quartier pavillonnaire. Des voisins ont signalé des faits de tapage nocturne. Au fond, à droite, hein. Donc tu peux cacher les voitures qui sont là. C'est la dernière maison à droite. Dans un premier temps, Danny va faire un passage à pied pour tenter d'identifier des noms éventuels sur la boîte aux lettres. Donc je t'attends là-bas et je te laisse y aller. Ok? Mais une fois que le gendarme se trouve à proximité de la maison, un jeune sort immédiatement de son repère pour voir ce qui se passe. Une attitude suspecte. Danny doit impérativement faire comme si de rien n'était et continuer sa route. Vas-y. Tu ne le récupères pas tout de suite. Lui, il continue, comme ça évite
Ils ne verront jamais monter dans la voiture. Pour ne pas éveiller les soupçons, Bob va récupérer son collègue quelques pâtés de maison plus loin. C'est des gens qui sont tout le temps aux aguets, c'est des gens qui guettent. Ce type d'individu, là, il nous donne un indice important, c'est qu'il n'est pas tranquille dans sa tête. Tout de suite, il sort. Donc ça veut dire qu'il y a de quoi gratter, quoi. Alors là, il y avait un mec dehors et deux à l'intérieur. D'accord. On voit bien qu'effectivement, ils sont inquiets. Ils filtrent tous les passages, tous les véhicules. Voilà, ça c'est typique le signe des personnes qui sont dans les petits trafics de stupéfiants, petits deals de cannabis. Les jeunes sont sur le qui-vive, les gendarmes tiennent sans doute une piste. Mais impossible de continuer leur enquête aujourd'hui sans se faire repérer. Ils reviendront plus tard. Direction maintenant la commune du Lamentin, à une trentaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre. Un indique leur a signalé un possible commerce de drogue dans une maison située en plein centre-ville. Il y a une barrière blanche là, tu as un petit portillon. C'est à l'intérieur. Voilà, c'est juste après. Les jeunes sont assis derrière, à côté de la maison. Voilà. D'accord. C'est ceux qui jouent au domino là. Pour ne pas être démasqués, Danny et Bob vont se garer à 150 mètres de l'endroit. Alors, est-ce que tu as une vue? Ah ouais, tip top. J'ai eu un angle de vue de là. Voilà, c'est baissé là. Ouais. À l'intérieur. D'accord. C'est pas mal quand même. Franchement, c'est une bonne place, quoi. Alors que les deux gendarmes ne sont en planque que depuis quelques minutes, un client potentiel se manifeste déjà. Le gars il est arrivé en vélo, il est descendu de son vélo, il est rentré par le petit portillon et on va voir combien de temps qu'il ressort, s'il repart ou s'il reste sur place. La première vérification, c'est de voir effectivement est-ce qu'il y a des allées et venues sans cesse. Est-ce que c'est un commerce, quoi, tout simplement. Les soupçons des gendarmes se confirment. Quelques minutes seulement après être rentré dans la maison, le jeune homme ressort. Voilà, il repart avec son vélo et je pense que celui-là, il a ce qu'il faut dans sa poche, tranquille, posé. La piste du trafic de stupéfiants est solide. Il faut maintenant prendre les suspects en photo pour étoffer le dossier. Donc dès que tu peux le cacher, tu le caches. Je vais carrément le filmer. Il est à 20 mètres de faire son nom dedans. Le suspect, qui ne se doute de rien, et on a notre homme, passe tranquillement à vélo devant la voiture de Danny et Bob. Il nous a même pas vus, il a même pas tourné sa tête sur nous, donc tout va bien. Une photo très nette sur laquelle on peut clairement identifier son visage. Ça, c'est des éléments de preuve. Ça nous permet de faire une enquête approfondie sur ces personnes aussi. Quelques minutes plus tard, un nouveau client entre dans la maison. Deuxième. Et comme le précédent, il repart presque immédiatement. Le voilà, il est ressorti. Regarde, il met des trucs dans sa poche. Ça n'a même pas duré une minute, il est rentré, il s'est servi et il est reparti avec l'autre tranquillement. Pendant près d'une heure, les acheteurs vont se succéder à un rythme incessant. Le mec bleu ressort, regardez. Le scooter, attention. Voilà un d'entre eux qui s'en va tranquillement. Avant, il n'y avait pas ça, quoi. Avant, il n'y avait pas de commerce de drogue comme ça, facilement à la vue de tout le monde. C'était plus discret, c'était à la campagne. C'est des citoyens, des gens qui sont fatigués avec ça, quoi. Ils entendent tout le temps à la radio, braquage, cambriolage, trafic de drogue. Ces gens-là, ce sont des citoyens qui veulent vivre normalement, quoi. Des petits trafics qui contribuent à augmenter le climat d'insécurité qui empoisonne la vie des Guadeloupéens. Voilà, ils traversent. Voilà. Entre les photos des acheteurs présumés et les immatriculations des véhicules, essaye de prendre la plaque, juste la plaque de la voiture. Les deux enquêteurs disposent maintenant de suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête. Ce type de mission d'observation et de surveillance constitue la première étape dans la lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue. Lorsqu'ils disposent de suffisamment d'éléments, les gendarmes peuvent passer à l'étape supérieure, les interpellations. À la caserne de Petit Pérou, les hommes de l'antenne GIGN de Guadeloupe se préparent justement pour une opération de grande envergure. C'est quoi ça? L'environnement, donc c'est une petite habitation de plein pied
en zone urbaine, difficile d'accès parce qu'il est régulièrement reconnu et défendu, on va dire, par l'adversaire qui gravite toute la journée. Il va falloir faire vite, de manière à ôter toute liberté de manœuvre et à éviter qu'il se débarrasse des produits stupéfiants ou qu'il nous échappe dans le décor. Le but de cette opération, démanteler un réseau de trafiquants de drogue dont certains sont considérés comme particulièrement dangereux. Les objectifs que l'on va traiter demain matin appartiennent tous au grand banditisme, dont certains ont un passé lourd en termes judiciaires, n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes en présence des forces de l'ordre. Donc c'est des missions qu'on appréhende avec sérieux et rigueur pour éviter qu'un militaire puisse être blessé. Le lendemain matin, à 5h30, sur une aire de parking, l'antenne GIGN se prépare. Pour les assister, une quarantaine de gendarmes mobiles, mais également les hommes de la section de recherche qui ont enquêté sur l'affaire pendant des mois. C'est le lieutenant-colonel Cagnotti qui dirige les opérations. Donc soyez rigoureux sur l'intervention, la réactivité quand on arrive sur le site. Je serai en lien radio avec tous mes enquêteurs, c'est ceux qui sont en civil. Vous vous rapprochez d'eux s'il y a des soucis particuliers. Allez, c'est parti. Maximum 5h50, départ sur objectif. Divisés en plusieurs groupes, les 60 militaires se dirigent vers 5 objectifs distincts. À l'approche d'une des cibles, le groupe d'intervention avance en silence. Les militaires, armés de fusils mitrailleurs, entourent la maison. Et pour défoncer la porte, ils vont utiliser une hache. L'opération est un succès. Le suspect ne se doutait de rien. Il a été surpris dans son sommeil. Le suspect, encore groggy, n'oppose pas vraiment de résistance. Mais les apparences sont trompeuses. L'homme est un dangereux criminel. Les gendarmes doivent donc immédiatement l'immobiliser afin de limiter les risques. On va faire une perquisition dans ta maison là. Yep. Ok. Yep. Ça marche? Yep. Une fouille. Voilà, une fouille. D'accord? Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue et des armes. T'as rien à te reprocher là. D'accord. Le suspect nie en bloc. Pourtant, très vite, les gendarmes trouvent des machettes et des couteaux, mais également une massue avec des clous. Une arme qui paraît sortie tout droit du Moyen-Âge. Ça te sert à quoi ça? Partout dans la maison, des couteaux, des barres de fer, une hache, un véritable arsenal. Si cette cabane est aussi lourdement armée, c'est qu'il s'agit d'un lieu bien particulier. Vous êtes ici sur un lieu de vente, ce qu'on appelle un bendo, des lieux de vente de produits stupéfiants. Ce lieu-là, le bendo, c'est un lieu connu dans le quartier et au-delà. Ce serait comme une épicerie, effectivement. On a toujours quelqu'un en permanence ici. Ça se matérialise par un endroit un peu isolé. Vous voyez, on a un babyphone juste ici qui permet la communication avec l'intérieur. Alors évidemment, c'est assez spartiate et ça permet simplement d'avoir un lit pour pouvoir accueillir un individu qui est censé garder le bendo et garder le site. On y trouve également une petite kitchenette. Vous avez un écran avec ici une console de jeu pour occuper le gardien au cours de la journée, le gardien qui reste en permanence. Chaque jour, les produits stupéfiants sont acheminés ici pour être vendus. Mais il n'est que 6 h du matin et manifestement les gendarmes sont arrivés un peu trop tôt. Le bendo n'est pas encore approvisionné. On n'a pas eu la chance de trouver du produit stupéfiant. Pour autant, le produit est certainement ailleurs. On continue nos opérations de perquisition de façon à pouvoir découvrir l'ensemble des éléments. D'après les informations dont disposent les gendarmes, les produits stupéfiants censés être livrés au bendo se trouveraient encore dans une autre maison à quelques kilomètres de là. Ils vont donc investir cette deuxième cible arme au poing. Quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me débanques chez moi comme ça? Un réveil un peu brutal. Mais les gendarmes n'ont pas le choix. L'individu doit être rapidement maîtrisé avant qu'il puisse se défendre ou détruire des preuves éventuelles.
D'ailleurs, à l'intérieur de la maison, dans cette pièce, les gendarmes font une découverte importante. Il s'agit carrément d'un lieu de production. Donc, il y a une chambre de culture avec le dispositif de lumière de façon à optimiser la culture de cannabis. Vous en avez effectivement quelques pieds ici. Ces herbes-là peuvent être conditionnées en petits paquets pour être revendus dans des bendos, comme on a pu le voir tout à l'heure. Des produits stupéfiants, mais aussi des armes à feu. Dans la maison d'à côté, les trafiquants cachaient 3 revolvers chargés. Grâce à une bonne préparation et une excellente coordination, les gendarmes ont donc pu surprendre leur cible et éviter un bain de sang. On a carrément des cartouches à l'intérieur. Ça, c'est une petite arme de type revolver qui est immédiatement utilisable. Ici, ce sont des cartouches de 9 mm. C'est le même calibre que celui utilisé par les forces de l'ordre. Ça peut bien évidemment tuer un homme. Ces armes, les trafiquants n'hésitent pas à s'en servir. Ces armes sont utilisées pour des règlements de compte. Il y a effectivement des meurtres qui sont liés au stup, pour marquer un territoire, pour protéger aussi la drogue. Et aussi, bien malheureusement, c'est le mal de la Guadeloupe, commettre des vols à main armée. Aujourd'hui, la saisie des gendarmes est conséquente. 3 pistolets, 4 fusils et plus de 300 cartouches de tout calibre. Mais également 3 200 € en liquide, une chambre de culture, une voiture de luxe de marque allemande, et ce n'est pas tout. Comme vous pouvez le voir, on a saisi 2 scooters. Ce sont 2 scooters d'une belle cylindrée, souvent utilisés par les trafiquants pour garantir leur mobilité, éventuellement transporter du produit stupéfiant. À l'issue de ce coup de filet, 5 individus soupçonnés d'être des trafiquants ont été arrêtés. Ils risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Pour le lieutenant-colonel Cagnotti, lutter contre le trafic de drogue est indispensable pour enrayer un jour la violence en Guadeloupe. La grande majorité de la population est très accueillante, très courtoise, mais c'est une île qui multiplie les paradoxes et on a une frange d'individus qui posent de réelles difficultés. Nous sommes présents pour préserver la sécurité publique sur l'île. On ne lâchera rien. Mais la tâche des gendarmes est titanesque. Avec une moyenne de 8,4 homicides pour 100 000 habitants, soit 3 fois plus qu'à Marseille, la Guadeloupe est le département où l'on recense le plus de meurtres en France. Le jour se lève sur Petit-Bourg, une commune située en plein cœur de la Guadeloupe. Ce matin-là, une dizaine d'hommes en treillis, uniforme bleu et gilet pare-balles, s'apprêtent à donner l'assaut. Ils appartiennent à l'antenne GIGN. Leur cible, un criminel déjà bien connu de leur service. Céramique. L'homme est suspecté d'avoir participé à un vol à main armée quelques jours plus tôt. Marie, c'est quoi ton nom? Mets-toi ça. Mets-toi ça. C'est quoi ton nom? Ok, tu bouges pas. Scandalisée par l'interpellation musclée de la gendarmerie, cette femme proteste. Mais vous faites n'importe quoi. Vous appelez, j'ouvre et j'aurais ouvert les portes. Si ma maman là, ils ont pété la porte, maman. C'est la mère du suspect. La veille, avec l'aide d'un complice, son fils aurait braqué un homme qui retirait de l'argent dans un distributeur. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien d'illégal. Allez, le suspect a été identifié grâce aux traces ADN retrouvées dans l'utilitaire avec lequel il a pris la fuite. C'est un récidiviste. Il y a 4 mois tout juste, il sortait de prison. On est sur un vol à main armée, personne qui retirait de l'argent au distributeur de billets. Et voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. On recharge des armes à feu, des téléphones, des objets qui ont été dérobés aux victimes. Voilà, des choses comme ça. Des vêtements qui peuvent correspondre aussi. Vol à main armée, vol aggravé, cambriolage, recel. Malgré son jeune âge, le suspect a déjà un casier judiciaire bien rempli. J'ai pris 26 mois à la base. À la base, de 300 mois, j'ai fait 2 ans. La mère du suspect s'est maintenant calmée. Mais si elle reconnaît que son fils n'est pas un enfant de cœur, elle n'arrive pas à croire qu'il est déjà récidivé alors qu'il sort à peine de prison. Je pense que mon fils n'a rien à voir avec les gendarmes, moi, n'a rien à voir avec vous. Mais de là à penser que mon fils a fait des bêtises, alors là, non. Peut-être qu'il en a fait, je ne sais pas, je ne suis pas avec lui. Je lui dis de toujours se tenir bien, de ne pas faire de bêtises et de ne pas fréquenter des gens
n'importe qui. Voilà. Mais le jeune homme n'a manifestement pas suivi les conseils de sa mère. Direction à présent les locaux de la brigade de recherche de Pointe-à-Pitre. Après avoir pris ses empreintes digitales, les gendarmes vont interroger le suspect. Tous les jeunes veulent avoir des trucs facilement. Tu vois, ils veulent avoir de l'argent facilement. Ils auraient bien avoir du travail facilement. Mais c'est pas comme ça. Si c'est un motif pas pour trouver quelque chose, tu vas faire des conneries, mon frère. Ah oui. Ça fait 4 mois que je suis libre. Donc, là, ça me trouble déjà. Parce que bon, c'est jamais combien de temps d'emprisonnement qu'on va me donner. Je vais avoir 21 ans et tout. Ah bon. C'est comme si la jeunesse gâchée. Le prévenu, qui risque 5 ans de prison, regrette d'avoir replongé aussi rapidement. Mais dans une île où en 2017, le taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans dépasse les 56%, ils sont de plus en plus nombreux, comme lui, à sombrer dans la délinquance. Située entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, la Guadeloupe constitue avec la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy l'un des 4 territoires des Antilles françaises. La Guadeloupe compte près de 400 000 habitants et chaque année, ce département français d'outre-mer accueille près d'1 demi-million de touristes venus du monde entier pour profiter de ses plages paradisiaques. J'aime la Guadeloupe parce que, regarde, la plage, le verre. Mais derrière cette image de carte postale, la Guadeloupe cache une autre réalité. Un taux de chômage de plus de 25%, soit 4 fois plus qu'en métropole. Et une violence endémique directement liée au trafic de drogue et au règlement de compte entre gangs rivaux. Mohamed Ouloulou, chien Larry. Résultat, avec près de 25 000 crimes et délits recensés chaque année dans l'île, la Guadeloupe figure parmi les 3 départements les plus criminogènes de France. Des statistiques alarmantes qui ont conduit le ministère de l'Intérieur à y renforcer considérablement les effectifs de police et de gendarmerie. Pierre-Yves est lieutenant-colonel à la section de recherche. La grande majorité de la population est très accueillante, très courtoise, mais c'est une île qui multiplie les paradoxes et on a une frange d'individus qui posent de réelles difficultés. Véronique est adjudante. Ce sont des violences dues aussi aux stupéfiants, à l'alcoolisme. Saïd est maréchal des logis-chefs. On va pouvoir l'identifier par nos fichiers. C'est une personne qu'on a déjà vue, qui est connue défavorablement de nos services. Des hommes et des femmes qui n'ont qu'un seul et unique objectif, éradiquer la criminalité et assurer la sécurité de la population en Guadeloupe. On ne lâchera rien. En Guadeloupe, les gendarmes chargés de traquer les chauffards ont dû faire preuve d'ingéniosité. Car ici, les délits de fuite sont bien plus fréquents qu'en métropole. Vu le nombre de refus d'obtempérer grandissant sur la Guadeloupe, le DSR de la Guadeloupe a décidé de mettre en place le contrôle par caméra. On filme ce qui se passe afin d'identifier ultérieurement les personnes. Pour lutter contre ce problème, le ministère de l'Intérieur a doté les gendarmes de Guadeloupe de petites caméras, maniables et discrètes. Grâce à ce matériel, ils peuvent filmer les fuyards et ainsi éviter de les prendre en chasse. On évite au maximum la course-poursuite, sachant que sur la route, on n'est pas tout seul. On a des familles, il y a des enfants, des piétons. Et tous ces gens-là, ça peut être des victimes potentielles d'un fuyard qui vient les percuter et on n'est pas à l'abri de ça. Aujourd'hui, les gendarmes vont justement être témoins d'un nouveau refus d'obtempérer. Voici les images enregistrées quelques minutes plus tard par la caméra de Saïd. Lorsque les gendarmes lui font signe de s'arrêter, le chauffard fait une embardée à droite pour les éviter. Comme prévu, pour ne mettre personne en danger, les gendarmes ne se lancent pas à sa poursuite. Mais qu'à cela ne tienne. Donc on va voir ce que la vidéo va nous dire. Grâce à la caméra, ils vont pouvoir l'identifier une fois revenus à la gendarmerie. Et on nous voit, nous, il roule sans le casque, il remonte la file. On voit bien sur l'arrière de la moto qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Tout ça, c'est fait exprès, c'est conscient, c'est pour éviter qu'on puisse les identifier. Donc là, on voit le gendarme faire signe au motard de s'arrêter. Le dernier commence à coucher sa machine afin d'essayer de se faufiler devant la voiture. La moto et le gendarme sont côte à côte, ils se frôlent. Ah ben là, les gestes, il ne peut pas dire qu'il ne les voit pas. Moi, je lui fais signe de s'arrêter, forcément. Il fait son petit écart. Et là, donc, les 2 collègues de la brigade qui étaient avec nous, eux m'ont dit cherche pas, on le connaît bien, il est connu.
Et pour cause, c'est un récidiviste. On va pouvoir l'identifier par nos fichiers. Et c'est une personne qu'on a déjà vue qui est connue défavorablement de nos services. Et à partir de là, on va pouvoir le chercher et lui imputer tous les faits qu'on lui reproche. Voilà. La base de données confirme leurs impressions. La liste des antécédents du fuyard est longue comme le bras. C'est probablement la raison pour laquelle il a refusé d'obtempérer lorsqu'il a vu les gendarmes. Il est connu pour à peu près 12 faits, pour des vols avec violence, pour des cambriolages, des vols en réunion, donc du recel, il y a quelques délits police-route. Quelques jours après son identification, le fuyard se rend de lui-même à la gendarmerie sur convocation. Il va maintenant devoir rendre des comptes. Venez voir. On va juste monter au bureau, on va être plus tranquille. Venez avec moi, suivez-moi. Tu te rappelles plus ce que tu as fait mercredi dernier? Le jeune homme fait mine de ne pas comprendre pour quelle raison les gendarmes l'ont fait venir. Il semblerait qu'il ait quelque chose à se reprocher. Il va falloir que tu nous expliques le mercredi dernier. On était sur un contrôle et tu t'es pas arrêté. Hein? Je vois mieux. Ça va mieux? J'ai paniqué. Paniqué? C'est quoi ta moto? C'est une moto que j'ai, moi j'ai pas de moto personnelle. D'accord, c'est la moto. C'est une moto de gars de Bémao. Mais c'est pas un truc que je cherche à faire, moi. Je ne cherchais pas à l'écraser. C'est que comme je venais, mais il a surgi sous moi aussi. J'ai flippé. Moto. Le permis, tu n'as jamais passé le permis? Bien sûr. Non? D'accord. Circonstance aggravante, le jeune homme conduisait sans permis. Il est 11h. Tu passes en garde à vue. Tu as le droit de demander, tu as des problèmes de santé si tu fais vu par un médecin. Je t'explique comment ça se passe. Si tu es correct avec nous, on est correct avec toi. Ça sert à rien de nous mentir. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des billes. Les gendarmes disposent en effet d'une preuve irréfutable. Sur la vidéo, l'arrêt sur image ne laisse aucune place au doute. Pour le suspect, impossible de nier les faits. Mais c'est moi, mais à ce moment-là, il est venu le bâton. Attends. La question est, est-ce que tu le connais? C'est moi. Voilà, donc tu te reconnais formellement? Oui, monsieur. Le prévenu a donc pris la fuite pour éviter de se faire arrêter alors qu'il roulait sans permis, sans casque et sur une moto non immatriculée. Où ils sont cachés? Comment on va faire pour les voir là, monsieur? Ils étaient pas de la là, tu les as vus là? Oh putain! Il faut qu'on lui la parle avec un... D'accord. Donc, le collègue t'a déjà fait signe une première fois, tu t'arrêtes pas. Moi, je me remets, parce que c'était moi qui étais au milieu de la route, je te refais signe de t'arrêter et tu t'arrêtes pas. Face à la mauvaise foi du jeune homme, les gendarmes essayent de lui faire réaliser la gravité de ses actes. S'il y a un enfant qui traverse ce jour-là, tu fais comment? Tu vas freiner, tu ne pourras pas freiner. À la vitesse où tu es passé, jamais tu freines. Donc personne n'a envie de mourir dans l'histoire. Hein. Ni toi, ni moi, ni les collègues. D'accord? Face aux gendarmes, l'homme comprend qu'il va devoir répondre de ses actes. Il finit par craquer. Il ne veut surtout pas retourner dans la prison de Bémao, près de Pointe-à-Pitre, un endroit dont il est sorti traumatisé. Qu'est-ce qui est dur dans la prison? Le fait que c'est violent, que tu peux te faire frapper? C'est violent. Oh, ils ont fait quoi? Ils t'ont planté? Mais c'est dans le dos là. Là. Ah, vous avez des gros espoirs là. Ah. Ouais. Ils t'ont fait quoi alors? Pendant que tu dormais? Comme s'ils m'ont réveillé, ils m'ont devenu voir. Et ils t'ont fait quoi? Ils t'ont coupé les cheveux et ils t'ont piqué? 2 ou 3 coupés, artisanal. 2 ou 3 coups de pique artisanal. Des grandes lames, des petites lames qui peuvent... Donc si ils m'ont roulé des coups de bâton aussi. Que je pouvais même plus sortir de la cellule pendant combien de temps. J'étais pas demandé parce que j'ai pas voulu coopérer. Et t'as pas voulu coopérer avec qui? Avec les déteurs. C'est-à-dire quoi? Il y a des groupes, des gangs dedans? Il y a des... Mais vous savez qu'il y a des gangs. Hein? Mais s'il y a des gangs en prison, il y a